pour cet exercice, exercice numéro 5 sur la fonction d'utilité. On va donc partir d'une fonction d'utilité qui s'appelle une fonction Cobb-Douglas, qui est une fonction très utilisée en économie. Je vous renvoie vers le cours. Pour faire très vite, c'est très utilisé parce que d'abord ça décrit très bien les comportements du consommateur et que deuxièmement, ces fonctions-là correspondent à l'ensemble des hypothèses qui sont celles du modèle classique et néoclassique. Donc du coup, on a une fonction qui à la fois mathématiquement et économiquement a du sens. C'est donc une fonction qu'on retrouvera énormément dans les exercices. En plus de ces éléments-là, la fonction Cobb-Douglas a des propriétés, même chose, je vous renvoie vers le cours, qui vont nous permettre de gagner du temps. C'est-à-dire qu'en fait, les propriétés de la fonction Cobb-Douglas vont nous permettre de nous éviter un certain nombre de calculs. Dans un premier temps, il est indispensable de passer par la réalisation de chacune des étapes des calculs, puis dans un deuxième temps, quand vous serez à l'aise, vous pourrez utiliser les raccourcis et propriétés de la Cobb-Douglas pour pouvoir gagner du temps dans la réalisation des exercices. Alors, cette fonction qu'on va utiliser dans notre exercice, elle est de la forme U de x1, x2, x1 la quantité de bien 1 consommée par notre consommateur et x2 la quantité de bien 2 consommée par notre consommateur. Cette fonction s'écrit x1 exposant 0,5, x2 exposant 0,6. 5 questions. Première, donnez l'équation des courbes d'indifférence associées à la fonction u. Faites-en une étude rapide. Donc, dans un premier temps, on va chercher à écrire des courbes d'indifférence, voir comment on fait en termes de méthodologie. Et dans un deuxième temps, on en fera une étude, c'est-à-dire en fait s'assurer qu'elle vérifie bien l'ensemble des hypothèses conformes à la définition du consommateur selon l'analyse microéconomique. Deuxième question, on cherchera à calculer le TMS de 2 en 1, le taux marginal de substitution. Même chose, je vous renvoie vers le cours pour avoir les définitions de ce que c'est qu'un taux marginal de substitution. Ça va nous permettre de mesurer la possibilité d'échange, la plus ou moins grande possibilité d'échange entre le bien 1 et le bien 2 pour ce consommateur. Troisième question, on nous demande de calculer les utilités marginales de x1 et de x2. Autrement dit, l'utilité marginale, même chose, je vous renvoie vers le cours, mais il s'agit, pour faire très vite, de l'utilité apportée par la dernière unité consommée. Donc si je mange 10 pommes, quelle est l'utilité de la 10e pomme? Et on sait, parce qu'on a appris son cours, que l'utilité marginale est normalement décroissante, c'est-à-dire que lorsque vous consommez votre première pomme, vous avez une utilité immense à consommer cette première pomme. Lorsque vous consommez la 10e pomme, vous avez déjà consommé les 9 précédentes, donc l'utilité que vous retirez de la consommation de la 10e pomme est normalement moindre. Donc en théorie, on devrait trouver des utilités marginales qui sont décroissantes. C'est pour ça qu'on nous demande dans la question 3 comment évolue-t-elle lorsque la quantité consommée augmente. Déduire du calcul des utilités marginales l'expression du TMS de 2 en 1. On va recalculer notre TMS par une autre méthode qui cette fois-ci utilise les utilités marginales qu'on a calculées en question 3 et on verra qu'on obtient les mêmes résultats. À quoi ça sert? Tout simplement à avoir deux méthodes pour en fait obtenir un seul résultat. Eh bien, en fonction des données qu'on aura déjà calculées dans un exercice, il sera plus ou moins malin d'aller chercher la première ou la seconde des deux méthodes pour éviter de perdre du temps. Et enfin, dernière question, on nous demande si la fonction v de x1, x2, qui est égale à x1 exposant 1, x2 exposant 1,2, décrit ou pas les mêmes préférences que la fonction u. Première question, donnez l'équation des courbes d'indifférence associées à la fonction u. Alors, pour calculer une courbe d'indifférence, on va partir bien évidemment de la seule donnée qui est celle de l'exercice, à savoir la fonction d'utilité. Et cette fonction d'utilité, on va l'écrire dans un repère à deux variables, x1 et x2. Autrement dit, on a besoin d'écrire x2 égale f de x1, c'est-à-dire qu'on va déterminer x2 en fonction de x1. De la même manière que vous écririez y est égal à f de x lorsque vous avez un repère x, y. Et bien là, on va chercher l'équation de cette courbe à l'intérieur du repère x1, x2, et donc on va écrire x2 en fonction de x1.
On va donc partir de la fonction d'utilité qui nous était fournie dans l'énoncé, qui est égale à x1 exposant 0,5, x2 exposant 0,6. Et après quelques lignes de calcul, ce qu'on veut obtenir, c'est x2 en fonction de x1. On observe qu'ici apparaît l'utilité u, donc par rapport à ce qui est indiqué dans l'énoncé, on n'a plus u de x1, x2, on va remplacer u de x1, x2 par une donnée. Ça peut être 1, 2, 3,7, 42, on s'en fiche. Aujourd'hui, au moment où on fait l'exercice, on ne connaît pas la valeur de cette utilité, donc on va l'appeler U0. Donc U0, en fait, qui apparaît ici, ça n'est pas une variable, c'est une inconnue. À un moment, il faudra qu'on nous dise U0 est égal à 1, 2, 3, 5 ou 42, et là, on pourra tracer notre courbe, puisqu'on aura la valeur de U0 à intégrer ici à l'intérieur de cette écriture. Donc on garde bien une inconnue, x1, qui va nous permettre de déterminer la valeur de x2 en fonction notamment du paramètre u0 qui est l'utilité et pour laquelle on affectera une valeur dans un deuxième temps. La résolution mathématique nous amène ici au fait que x2 est égal à u0 exposant 1 divisé par 0,6 et x1 exposant moins 5 sixièmes. Détail du calcul, u est égal à x1 exposant 0,5 et x2 exposant 0,6. Nous, ce qu'on voudrait, c'est isoler x2 qui est ici. Donc dans un premier temps, je vais isoler x2 exposant 0,6 en divisant de part et d'autre du signe égal par x1 exposant 0,5. Donc ça va nous permettre de faire disparaître la référence à la variable x1 sur cette partie de l'égalité, et évidemment, il faut faire apparaître sur celle-ci x1, donc on va diviser par x1 exposant 0,5. Une fois que j'ai cette deuxième ligne, c'est mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ce qu'il nous faut, puisque ce qu'on veut, c'est x2 exposant 1. On veut x2 en fait. Et donc on sait que n'importe quel nombre divisé par lui-même donne 1. Donc ce que je vais faire, c'est que x2 exposant 0,6, je vais le diviser, je vais exposant par 0,6. Si je le fais à gauche de mon équation, je dois le faire à droite. Donc je vais mettre exposant 1 sur 0,6 à chacun des membres qui composent la fraction qui est à droite de l'égalité. J'ai donc x2 ici avec 0,6 divisé par 0,6 et ici u0 avec un exposant 1 sur 0,6 et x1 avec un exposant 0,5 sur 0,6. On va essayer d'écrire ça encore un peu plus joliment. Donc x2 exposant 0,6 divisé par 0,6, ça donne x2. Ici, on ne peut pas faire grand-chose. Là, on peut améliorer un petit peu les choses. 0,5 divisé par 0,6. Si je multiplie l'ensemble de ces paramètres par 10, je vais obtenir 5 sixièmes, ce qui est plus facile à lire. Mathématiquement, c'est la même chose, mais pour nous, ça sera plus facile à lire. Dernier point, j'ai une fraction. Et donc une fraction, c'est pas très joli. En tout cas, nous, en microéconomie, ça ne nous arrange pas. Ça prend beaucoup de place sur le papier et c'est pas forcément facile à analyser après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se rappelle que multiplier par 1 sur x, c'est pareil que mettre à l'exposant moins 1. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder notre numérateur ici, en l'état, et au lieu de diviser par x1 exposant 5 sixièmes, eh bien, on va multiplier par x1 exposant moins 5 sixièmes. Donc cette écriture 1 sur x1 5 sixièmes ou bien x1 exposant moins 5 sixièmes, ça revient strictement à la même chose. Et là, on a quelque chose qui pour nous pourrait être plus facile pour l'analyse. C'est écrit en une ligne, on n'a pas de fraction, on n'a qu'une multiplication, et ça devrait nous faciliter la vie. Une fois qu'on a cette courbe, on nous demande d'en faire une étude rapide. Alors faire une étude rapide, concrètement, c'est vérifier deux hypothèses qui sont incontournables dans la théorie économique. Si on les contourne, alors les fonctions d'utilité n'ont pas la forme qui nous permettra d'étudier ces fonctions d'utilité et donc d'obtenir des résultats. Donc il est tout à fait possible que les formes que nous cherchons ne soient pas vérifiées. Par contre, si c'était le cas, à ce moment-là, cette fonction d'utilité, on considérera qu'on ne peut pas aller plus loin et qu'on ne peut pas étudier ce consommateur-là.
Elles sont liées à quoi ces contraintes? Au fait que notre consommateur est rationnel. Et s'il est rationnel, alors nous devons vérifier deux conditions. Première condition, la courbe d'indifférence est décroissante. Alors la courbe d'indifférence est décroissante, pour faire très vite, ça veut dire que pour garder le même niveau d'utilité, je vais avoir besoin d'échanger entre mes biens 1 et 2. Donc, première chose, on va vérifier la décroissance. Pour l'idée de décroissance, c'est l'idée que pour compenser la baisse de la consommation d'un des biens, je vais augmenter la consommation de l'autre bien. Si j'ai des bananes et des poires, je vais avoir une banane en moins à consommer, et bien je serai moins heureux qu'avant, j'aurai une utilité qui va diminuer, et donc du coup je vais augmenter la quantité de poires que je vais consommer. Donc ça c'est la décroissance. Et la deuxième idée, c'est que la rationalité du consommateur amène le fait que mon consommateur normalement va avoir un taux d'échange qui va être fonction de la quantité de biens qu'il a en bien 1 et en bien 2. Autrement dit, de la répartition des biens 1 et des biens 2. Mais finalement, lorsque il y a un des deux biens que j'ai en très petite quantité, pour accepter de l'échanger contre un autre bien que j'ai déjà en grande quantité, il va falloir me donner de ce deuxième bien en très grande quantité. Si j'ai des bananes et des poires, si j'ai très peu de bananes et qu'on me dit donne-moi une banane et en échange je te donne des poires, comme j'ai peu de bananes et beaucoup de poires, instinctivement on va vouloir un très grand nombre de poires pour compenser une banane. A l'inverse, on va avoir un taux d'échange très différent si on a un très grand nombre de bananes et très peu de poires. On voit bien que la rareté de la poire va faire que le taux d'échange qu'on va accepter sera différent. Alors la décroissance, mathématiquement, ça s'étudie avec la dérivée première. Donc en fait, on a écrit ici notre fonction d'utilité, et donc on a écrit ici l'équation de la courbe d'utilité, et pour vérifier qu'elle est décroissante, il faut vérifier que la dérivée première est négative. Si la dérivée première est négative, alors effectivement cette courbe sera décroissante et l'hypothèse sera vérifiée. Pour faire cela, on prend notre fonction, on en cherche la dérivée, donc on dérive bien x2 par rapport à la variable x1, et on obtient ce résultat-là, moins 5 sixièmes, u0 exposant 1 divisé par 0,6, x1 moins 11 sixièmes. Alors x1 avec un exposant même négatif, x ce sont des biens qu'on va consommer, donc c'est au moins égal à 0, on est forcément sur R+, donc ici on ne peut pas avoir quelque chose qui est négatif. Une utilité, c'est une mesure de satisfaction. Et à ce stade, on va considérer qu'il n'y a pas de désutilité. On verra que c'est une hypothèse qu'on peut lever plus tard, mais pour le moment, dans les exercices de ce type-là, l'utilité elle est forcément positive. Je ne consomme pas, j'ai une utilité qui est égale à 0. Je consomme, j'ai une utilité qui est positive. Donc cette partie de l'écriture est forcément positive. Il nous reste donc moins 5 sixièmes qui lui est négatif. Quelque chose de négatif multiplié par quelque chose de positif multiplié par quelque chose de positif nous donnera bien un ensemble qui est négatif. Ma dérivée première est inférieure à 0. Ma courbe est donc bien décroissante. C'est ce que j'espérais. Je dois dans un deuxième temps vérifier la convexité. Mon agent, s'il est rationnel, est représenté par des courbes d'indifférence convexes. Et cela est lié en fait au rapport d'échange entre x1 et x2. Pour calculer la dérivée seconde, je vais redériver la dérivée première. Donc en fait, je vais partir de la dérivée première et je vais en faire une dérivée. Le résultat que j'obtiens est celui-ci, 55 36e, multiplié par u0 exposant 1 sur 0,6, multiplié par x1 exposant moins 17 sixième. Ce que j'espère, c'est que ce résultat-là sera positif. Pour que ma courbe soit effectivement convexe, il va falloir que ma dérivée seconde soit positive. C'est la deuxième condition à vérifier. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de positif? 55 36e, c'est positif. U0, U est une utilité,
Une utilité, pour le moment, il n'y a pas de désutilité, donc une utilité est au moins égale à 0 ou elle est positive. Égale à 0 si je ne consomme pas, positive si je consomme. Donc cette partie-là de l'écriture est positive. x1 exposant moins 17 sixièmes. x1 correspond à la consommation de biens. Donc, eh bien, cette écriture-là, cette partie-là de l'écriture est forcément positive. Quelque chose de positif multiplié par quelque chose de positif multiplié par quelque chose de positif donne quelque chose de positif. Donc je vérifie bien que ma dérivée seconde est positive, ce qui signifie que ma courbe d'indifférence est convexe. Je suis donc bien en train d'étudier un consommateur qui est rationnel, qui est décrit par une fonction mathématique qui correspond, qui vérifie les différentes hypothèses du modèle de théorie économique. Je peux donc continuer mon travail. Deuxième question nous demande de formuler l'expression du taux marginal de substitution de 2 en 1. Le TMS est par définition égal à l'opposé de la dérivée de x2 par rapport à x1. Autrement dit, moins dx2 sur dx1. Or, il s'avère que la dérivée de x2 par rapport à x1, on l'a déjà calculée ici en question 1. Donc en fait, on va tout simplement prendre l'opposé de cette écriture-là qu'on va écrire ici. Notre TMS sera égal à 5 sixièmes de U0 exposant 1 sur 0,6, x1 exposant moins 11 sixièmes. On va juste vérifier un autre élément, c'est que notre TMS est décroissant. Alors, ça mesure quoi? Ce n'est pas demandé dans l'exercice, c'est le principe de rareté qu'on a déjà évoqué. Lorsque je possède une faible quantité d'une unité de bien, je vais accepter de l'échanger contre une très forte quantité de l'autre bien dont j'ai déjà une forte quantité disponible. Donc c'est cette idée-là qu'on va essayer de quantifier, qu'on va essayer de vérifier mathématiquement. Et pour faire cela, il faut aller calculer la dérivée du TMS. Donc ici, on va dériver le TMS par rapport à x1 et on obtient moins 55/36, U0 exposant 1 sur 0,6, x1 exposant moins 17 sixièmes. Cette partie-là de l'écriture mathématique est positive, il nous reste donc moins 55/36. On a donc un membre de l'écriture négatif multiplié par un membre de l'écriture positif. On aura donc bien un résultat négatif. La dérivée du TMS par rapport à x1 est inférieure à 0. Ce qui veut donc dire que notre TMS est bien décroissant. Et ça, c'est une des conditions nécessaires pour s'assurer qu'on a bien affaire à un consommateur rationnel. Si cette condition n'était pas vérifiée, cela signifierait qu'on aurait un consommateur qui n'a pas un comportement rationnel. Par exemple, un comportement de collectionneur qui, plus il a un objet, plus il est content. Mais c'est un comportement qui n'est pas classique sur les biens et les consommations de base. Vous avez une réaction qui est plutôt de dire plus j'ai un objet et plus le dernier objet que j'obtiens m'apporte une utilité faible. Donc du coup, je vais avoir un TMS, un ratio d'échange avec l'autre bien qui va être décroissant. Troisième question, calculer les utilités marginales de x1 et de x2. Alors économiquement, une utilité marginale, c'est l'utilité de la dernière unité consommée. Et donc normalement, nous devons avoir une utilité qui est décroissante. C'est ce qu'on va essayer de vérifier. Mathématiquement, cette utilité, elle se calcule en faisant la dérivée partielle par rapport à un des deux biens, soit x1, soit x2, de l'utilité. Alors la fonction d'utilité, on nous l'a donnée, c'est u qui est égal à x1 exposant 0,5, x2 exposant 0,6. Et donc, pour calculer l'utilité marginale du bien 1, qu'on va noter um1, on va faire la dérivée partielle de u x1, x2, mais uniquement par rapport à x1. Autrement dit, on va considérer que x2 est une constante. Donc ici, on dérive uniquement la partie verte, et on obtient donc 0,5 x1 exposant 0,5 moins 1, donc x1 exposant 0,5, et on considère que x2 exposant 0,6 est une constante. Nous obtenons donc l'utilité marginale du bien 1 qui est égale à 0,5, x1 exposant moins 0,5, x2 exposant 0,6. Si ce consommateur est rationnel, alors son utilité marginale est décroissante. Pour vérifier la décroissance d'une variable,
on va chercher la dérivée première de la fonction qui représente le comportement. Donc ici, on va prendre la dérivée première de l'utilité marginale du bien 1. Donc on va dériver l'utilité marginale du bien 1 qu'on a calculé juste ici, et on va la dériver toujours par rapport au bien 1. Donc ici, on redérive la ligne précédente et on obtient moins 0,5, x1 exposant moins 1,5, x2 exposant 0,6, puisque la partie bleue est considérée comme une constante, donc ne change pas dans nos calculs. x1 et x2 sont des biens, donc forcément x1 exposant moins 1,5, x2 exposant 0,6 sont des membres de cette écriture qui sont positifs. Moins 0,5 c'est négatif. Donc on a bien une dérivée de l'utilité marginale du bien 1 qui est inférieure à 0. On aura donc bien une utilité marginale décroissante, l'hypothèse est vérifiée. Pour le bien 2, l'utilité marginale du bien 2 est égale à la dérivée de u uniquement, dérivée partielle de u uniquement par rapport donc au bien 2. Donc cette fois-ci, c'est x1 exposant 0,5, que je mets en bleu, qui va être considéré comme étant une constante. On va donc dériver x2 exposant moins 0,6, et on obtient donc que l'utilité marginale du bien 2 est égale à 0,6, x1 exposant 0,5, x2 exposant moins 0,4. L'utilité marginale est positive, donc on a bien l'idée que plus on consomme, plus on est content. Néanmoins, l'utilité marginale doit être décroissante. Donc pour vérifier cette décroissance, il faut dériver cette utilité marginale du bien 2. De même pour le bien 2, on va vérifier la positivité de l'utilité marginale et sa décroissance. Alors l'utilité marginale positive, cela signifie que la consommation d'une unité supplémentaire du bien apportera bien une utilité au consommateur. Donc ici, on va dériver l'utilité par rapport au bien 2. Donc on va dériver l'utilité en faisant une dérivée partielle uniquement par rapport au bien 2. On obtiendra donc l'utilité marginale du bien 2. Et ici, on obtient 0,6, x1 exposant 0,5, x2 exposant moins 0,4. C'est le même code couleur que précédemment. La partie bleue est considérée comme étant une constante et la partie verte correspond à notre variable qu'on vient donc de dériver. Cela signifie que la consommation d'une unité supplémentaire du bien apporte bien une utilité marginale, positive, existante à notre consommateur. Cette utilité marginale doit normalement être décroissante, donc plus on augmente les quantités consommées, moins l'utilité de chaque bien consommé, de la dernière unité du bien consommé, est grande. Pour cela, on va étudier la forme de l'utilité marginale qu'on vient de calculer. On va donc la dériver par rapport à x2 toujours, et donc on va dériver ceci par rapport à x2. La partie bleue, x1 est toujours une constante, on obtient donc ici moins 0,4, x1 exposant 0,5, x2 exposant moins 1,4. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on obtient quelque chose de négatif, moins 0,24 c'est négatif, x1 est multiplié par x2 avec les exposants sont des membres de cette écriture qui sont positifs. Donc on a bien un ensemble qui est négatif, l'utilité marginale est positive, l'utilité marginale est décroissante. Question numéro 4. On nous demande ici deux choses. Première chose, de calculer le taux marginal de substitution de 2 en 1 et ensuite de s'assurer qu'on a bien la possibilité de retrouver l'écriture du TMS qu'on avait obtenu dans la question numéro 1. Alors, le TMS, on l'a calculé avec une méthode dans la question numéro 1. On va la recalculer ici, on va le recalculer ici avec une autre méthode. Donc ici, le TMS de 2 en 1 est égal au rapport des utilités marginales. Et ici, puisque c'est de 2 en 1, on va faire l'utilité marginale du bien 1 divisé par l'utilité marginale du bien 2. Pour une explication de cette formule, je vous renvoie au cours. Ça tombe très bien, puisque l'utilité marginale du bien 1, on l'a calculée dans une question précédente. Et l'utilité marginale du bien 2, on l'a également calculée dans une question précédente.
Donc il nous reste à simplifier cette fraction. Donc ici on a x1 exposant moins 0,5 et x1 exposant 0,5 multiplié par 1 sur x1 exposant 0,5, c'est pareil que multiplié par x1 exposant moins 0,5. Donc du coup ici ça va nous faire x1 exposant moins 1. x1 exposant moins 1, ça s'écrit 1 sur x1. Donc on va avoir ici au dénominateur x1. Et puis ici on a x2 exposant 0,6, x2 exposant moins 0,4. Vous avez ici x2 exposant 0,6 et x2 exposant moins 0,4. Alors 1 sur x2 exposant moins 0,4, c'est la même chose que x2 exposant 0,4. Donc ici, on aura bien x2 exposant 0,6 multiplié par x2 exposant 0,4, c'est-à-dire x2. Donc le TMS est égal à 5/6 de x2 sur x1. Ce qui est tout à fait conforme, on a une manière de vérifier notre résultat. Le TMS pour une Cobb-Douglas est toujours égal à alpha sur bêta multiplié par x2 sur x1. C'est tout à fait ce qu'on retrouve ici. On nous demande maintenant de nous assurer que ce résultat est bon et qu'on obtient bien la même chose que le TMS qu'on a calculé en question 1. Ce TMS en question 1, il était égal à 5/6 de U0 exposant 1 sur 0,6 x1 moins 11/6. Alors, ce qu'on connaît, on connaît le TMS, on vient de le calculer là, et on connaît ce résultat. Ce résultat, on l'a obtenu un peu plus haut dans une des questions. On l'avait obtenu ici, en question 1. J'ai donc connaissance de ces deux éléments. Or ici, j'ai la valeur de x2. Et je connais ici une autre manière d'écrire la valeur de x2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ce détail de l'écriture de x2 à l'intérieur de mon TMS. Donc c'est ce que je fais sur cette ligne-là. 5/6, on retrouve bien. x2, je le remplace par l'écriture qui est là. Et je divise par x1. Puisque ici, j'avais x1. J'essaie d'écrire ça un peu plus joliment et je réobtiens 5/6 de U0 exposant 1 sur 0,6, x1 exposant moins 11/6. Il s'avère donc que je retrouve bien le résultat de la question 1. Cinquième et dernière question de cet exercice, on nous propose une fonction v et on se demande si cette fonction v décrit le même consommateur, en tout cas décrit les mêmes préférences de consommateur que celle qui a déjà été étudiée U. Autrement dit, est-ce que les résultats de U seraient directement transférables à l'étude de V sans avoir à refaire tous les calculs? Ça fonctionne à une et unique condition, c'est que les deux fonctions étudiées, donc ici U et V, soient des fonctions monotones croissantes et que l'une soit une transformation monotone croissante de l'autre. Si on arrive à écrire une des deux fonctions en fonction de l'autre, alors cela signifie qu'elles décrivent les mêmes préférences et alors ce n'est pas la peine de recalculer les utilités marginales, le TMS, d'aller étudier les utilités marginales, d'aller étudier le TMS. L'ensemble des résultats qu'on aura trouvés pour U seront directement utilisables pour l'étude de V. Alors ici, on nous propose une fonction V qui est égale à x1 exposant 1 et x2 exposant 1,2. Ce qu'on observe, c'est que les exposants dans la fonction V sont le double des exposants dans la fonction U. Et donc en fait, ça on peut le réécrire, cette première ligne là qu'on nous donne dans l'énoncé, on peut le réécrire comme étant x1 0,5, x2 0,6, autrement dit la fonction U au carré. Pour les règles afférentes au calcul des carrés, je vous renvoie vers le cours. Du coup en fait, cette fonction V, c'est la fonction U mise au carré. Donc on a bien réussi à écrire mathématiquement la fonction V en fonction de la fonction U, ce qui signifie que la fonction V est une transformation monotone croissante de U, et donc cela signifie que V décrit exactement les mêmes préférences de consommateur que U. Il n'est pas nécessaire de refaire tous les calculs, on peut transposer nos résultats à l'étude de V.